Bien, merci de votre présence. Voilà, donc j'excuse notre amie Françoise Morvan, qui pour des raisons de sécurité sanitaire n'a pas pu être là aujourd'hui, et donc je l'ai un peu remplacée au pied levé. Concernant notre table ronde, intitulée « Au-delà des formules, défendre les droits humains en France et dans le monde ». Rappelons que nous nous situons aujourd'hui dans un contexte où le monde est en plein bouleversement, notamment en Afrique, où l'influence grandissante de la Chine ne joue pas en faveur du respect des droits humains non plus, et où la Russie de Poutine avance ses pions. Nous sommes confrontés à un axe Turquie, Qatar et Iran et leurs supplétifs, axe que Gilles Kepel nomme l'axe fréro-chiite et dont la doctrine religieuse est un obstacle au respect des droits humains et particulièrement au respect des droits des femmes. D'un autre côté, nous avons une coalition qui va d'Abu Dhabi à l'Arabie saoudite en passant par le Caire et Israël. C'est dans ce contexte qu'est intervenu le désastre en Afghanistan avec le retrait des forces occidentales et qui nous oblige à réfléchir sur notre stratégie concernant la défense des droits humains au plan international, mais aussi en France où une partie de la gauche a sombré dans le relativisme culturel, oubliant ses fondamentaux que sont l'universalisme et la laïcité. Aujourd'hui, nous commémorons les attentats du 11 septembre. Le procès des attentats du 13 novembre s'est ouvert. Tout nous rappelle l'influence de l'islamisme et des appels au djihad sur une partie de notre population. Et le débat sur les conditions d'accueil des réfugiés est ouvert. Pour nous éclairer, nous avions 3 invités, 3 personnalités féministes, l'une afghane, Shukriya Haïdar, qui n'est pas présente aujourd'hui, et on le regrette, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais bon. À sa décharge, il faut dire qu'elle est très sollicitée, vous le comprenez bien, il y a des manifestations, il y a des rencontres et elle a du mal à gérer son emploi du temps. Donc je pourrais raconter quelques aventures communes que nous avons eues ensemble et j'étais avec elle aussi lors d'une rencontre avec Madame Buffet. Donc je pourrais dire aussi quel est son message principal si elle n'arrive pas en cours de réunion. Voilà, une autre personnalité, donc iranienne, Manas Shirali qui est là présente, voilà, et Annie Sugier, française, voilà. Donc on parlera après de Shukriya. Et je vais présenter en quelques mots Manas Shirali, sociologue, politologue, auteur de 5 ouvrages de portée internationale, dont La malédiction religieuse, la défaite de la pensée démocratique en Iran, paru en 2012, et Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné, publié en 2021. Tu as déclaré « Les mêmes intérêts rapprochent les ayatollahs d'Iran et les talibans d'Afghanistan. Complicité et admiration réciproque sont de mise face à un ennemi en commun, les Américains. Les talibans vont apprendre à parler devant la communauté internationale, comme l'ont fait avant eux les ayatollahs et les mollahs. C'est d'ailleurs ce que déclare également la journaliste et activiste iranienne Masih Alinejad sur les réseaux sociaux et qui avait initié le mouvement White Wendays, si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, où elle prônait le dévoilement. Face à l'hypocrisie et à la manipulation, quel est l'avenir de la résistance des femmes pour récupérer et conserver leurs droits en Iran? Voilà la première question. Il y en aura d'autres, j'imagine, de la salle tout à l'heure.
Je réponds tout de suite? Oui. D'accord. Merci pour m'avoir invité. Normalement, j'ai droit à une invitation une fois par an à cette association et on le faisait toujours avec Bernice en premier rang. Elle était présente, elle souriait pendant toute la durée de notre conférence. Aujourd'hui, elle n'est pas là, c'est donc avec une pensée pour Bernice Dubois qu'on commence notre table ronde. Concernant ma présence ici, en principe, je devais parler de mon livre qui est là, La fenêtre sur l'Iran. C'est un livre que j'ai fait à travers les réseaux sociaux. J'ai regardé à travers ces réseaux la vie des jeunes en Iran. Comment on peut être jeune, comment on peut être femme, quels sont les problèmes, quelles sont les douleurs d'une génération complètement enfermée sous la répression d'un régime islamique. Et en attendant, c'est-à-dire cet événement, c'était les talibans qui arrivent en Afghanistan. Et ça fait exploser évidemment les réseaux sociaux et j'ai pu suivre les événements à travers les différents supports qui existent aujourd'hui. Je ne sais même pas si vous êtes au courant, il y a des Clubhouse c'est la nouvelle application qui est mise en route et dans laquelle, à travers les différentes salles, il y a des salles différentes sur les sujets différents. Et donc, j'ai réussi à suivre le cercle des journalistes afghans en temps réel, des journalistes afghans qui sont sur place et qui nous racontaient ce qui se passait. Voilà, donc les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent d'être en relation avec les peuples les plus éloignés, avec les pays les plus éloignés de nous et de comprendre leurs problèmes. Alors que les gens qui ne suivent pas ces réseaux, normalement pensent que ces pays sont très loin de la France et qu'en France, on est épargné parce qu'on est dans la démocratie. J'ai un voisin qui m'a dit « Mais pourquoi les Afghans résistent face aux talibans? Parce que les talibans, c'est ce qu'ils méritent. Ils sont musulmans, les talibans sont musulmans. La démocratie, c'est pour nous, les Français. Et que vous, les Iraniens et les Afghans, vous n'avez pas à nous imiter. » Alors, je suis restée sans réponse devant lui, mais j'ai bien réfléchi. J'ai pensé que quand on a ce genre d'idée, en pensant que de toute façon la démocratie c'est pour les Français, et quand les attentats arrivent, il ne faut pas s'étonner, parce qu'on ne peut pas avoir la paix dans un coin du monde et dans l'autre coin on aura la guerre. Donc, il faut savoir que le monde aujourd'hui n'est plus du tout un monde enclavé. Les pays sont en relation les uns avec les autres. Alors donc, ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, c'est le problème de tout le monde. De la même façon que cet islamiste qui est en train de frapper la France et que là, à plusieurs reprises, les Français ont été eux-mêmes victimes de l'islamisme, ce sont les Français qui aujourd'hui ne doivent pas être indifférents vis-à-vis de ce qui se passe dans ces pays. Parce que le terrorisme s'exporte. Et ils sont en train de s'entretuer, les musulmans, dans les pays islamiques, avec les armes françaises et américaines. Et faut-il être étonné quand ces armes se retournent contre nous en France et aux États-Unis et dans les pays civilisés? Jusqu'à quand on va leur fournir des armes et après pleurer sur les morts? C'est peut-être qu'il y a une responsabilité aussi de la part des pays civilisés. C'était avec donc les armes que nous avons suivi les informations concernant la montée des talibans et c'était avec beaucoup de joie que personnellement j'ai suivi la résistance d'Ahmad Massoud dans la vallée de Panjshir. Panjshir, ça veut dire 5 lions. Ça porte bien son nom parce qu'il y a un lion et ses autres camarades qui sont en train de résister aux talibans. Nous avons vu les images terribles de l'aéroport de Kaboul, les gens qui se sont accrochés aux avions pour sortir de ce pays. Nous avons vu le suicide collectif des Afghans face à la montée des talibans. Mais cette résistance de la vallée de Panjshir nous a donné beaucoup de courage. Nous, quand je dis nous, tous ceux qui ont suivi les infos, parce que la résistance existe. Il ne faut pas croire que les Afghans méritent les talibans. Il ne faut pas croire que les Iraniens méritent
la République islamique. Il faut sortir de cette idée parce qu'il n'y a pas la question de mérite. Tant qu'il y a une seule personne qui résiste, ça montre que c'est un peuple qui est vivant. Et aujourd'hui, on voit que c'est plus qu'une seule personne. C'est toute la vallée de Panjshir qui tient tête. C'est toutes les femmes de Kaboul et de Herat qui manifestent et qui ne veulent pas être enfermées, battues, lapidées par les talibans. C'est notre devoir, c'est de notre responsabilité d'être solidaires avec eux, c'est de notre devoir de les soutenir. Ce n'est pas parce qu'on est en France, qu'on est loin de cette barbarie, que cette barbarie ne nous concerne pas. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'était le soutien massif des pays dictatoriaux comme la Chine, comme la Russie, comme le Pakistan, l'Iran et la Turquie, aux talibans. Ils ont immédiatement reconnu les talibans et ils sont très contents que les barbares prennent le pouvoir. On a essayé de nous expliquer la situation par des considérations religieuses en disant que de toute façon c'est le même islam. C'est très difficile parce que, par exemple, les ayatollahs il y a 20 ans étaient contre les talibans. Qu'est-ce qui se passe depuis 20 ans qu'aujourd'hui ils sont devenus pro-talibans? Et juste, je vais souligner en passant que les talibans sont des sunnites, les Iraniens, les ayatollahs iraniens sont des chiites. Ça rend un peu le problème difficile pour les journalistes français parce qu'en France, on est très attaché à cette dichotomie chiite-sunnite et ça les rend un petit peu confus. Ils ne comprennent pas très bien comment ça se fait qu'on soutient, les chiites soutiennent les sunnites. Mais là, je voulais retourner sur la première partie, sur l'ancienne table ronde qui était juste avant nous. C'est vraiment qu'il faut considérer pour comprendre la situation du Moyen-Orient que le Moyen-Orient est sorti de la religion. Bien que le problème vienne des musulmans, bien que ce sont les musulmans qui sont en train de s'entretuer, mais il s'est passé quelque chose. Dans cette partie, dans cette région du monde, les alliances ne se font pas sur les considérations religieuses. Si vous voulez rester attaché à cette dichotomie chiite-sunnite, vous allez vous perdre complètement, parce que l'Iran chiite soutient le Hamas sunnite. L'Iran chiite soutient la Syrie alawite, alors que les alawites iraniens sont tous en prison. Comment est-ce possible? Ou aujourd'hui, vraiment, ouvertement, on voit que les Iraniens, les ayatollahs iraniens chiites sont en train de soutenir les talibans sunnites qui tuent les chiites. Ils ont fait des massacres de Hazara. Hazara, c'est une tribu, c'est une ethnie chiite et on a entendu beaucoup de morts de là-bas. L'Iran ne bouge pas. Alors donc, si on est dans la logique religieuse, comme par exemple les ayatollahs de Najaf, un autre centre de chiisme, en principe, là, les ayatollahs devaient quand même défendre les chiites de Hazara. C'est pourquoi je défends l'idée de la thèse de Marcel Gauchet, comme Jean-Pierre Robin a soutenu ici. Il a mentionné que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient ou dans le monde musulman, ce n'est pas du tout selon la logique religieuse, parce qu'ils sont sortis de la religion à leur tour, bien qu'ils ont gardé les apparences religieuses. Les ayatollahs soutiennent les talibans parce que c'est dans leur intérêt politique. Avoir un régime barbare à côté qui décapite devant les caméras permet aux ayatollahs de tuer les opposants politiques dans les prisons. Et c'est très bien. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent réprimer. Et pas plus tard qu'avant-hier, ils ont bombardé les positions des Kurdes en Kurdistan d'Iran et d'Irak. Et personne n'a rien su, personne n'en a parlé. Pourquoi? Parce que la communauté internationale a d'autres soucis. Là, maintenant, les Iraniens passent à la lettre, passent à la poste comme une lettre, parce que, justement, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a de plus barbares que la Russie aussi. Pour la Russie, la présence des talibans est une carte blanche pour toutes sortes de répressions internes. Et le Pakistan, qui soutient avec son armée les talibans, qui a bombardé les positions de résistants dans la vallée de Panjshir, et ainsi de suite. Donc, tous les pays dictatoriaux maintenant se sont solidarisés pour soutenir les talibans. Ils s'en foutent royalement de la situation des femmes, ils s'en foutent royalement des situations des chiites. Ce qui compte,
c'est que les talibans leur donnent une alibi. Ça leur sert comme une alibi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent à l'intérieur de leur pays. Mais de l'autre côté, normalement, les pays démocratiques, on attend d'eux une réaction, un soutien au moins par rapport aux résistants, par rapport au peuple afghan. Même si je reconnais, il y a quand même une solidarité peut-être à l'intérieur pour les talibans, peut-être. Il y a toujours une partie qui soutient ce genre de mouvement extrémiste à l'intérieur de ces sociétés, mais il faut tenir compte, tant qu'il y a une seule personne qui résiste face à ces mouvements extrémistes, il mérite notre soutien. Merci. Merci Manaz. Donc Choukria Haïdar est arrivé. Bonjour Choukria, merci. Et alors, je vous présente en quelques mots Choukria. Elle a été championne d'Afghanistan de ping-pong. Et elle s'est exilée en France en 1981. Elle a suivi une formation de professeur d'éducation physique et elle a enseigné dans les lycées français. En 1996, lors de la prise de pouvoir de Kaboul par les talibans, elle crée l'association Negar en soutien aux femmes afghanes. Association qui par la suite montera des écoles et même des crèches. Des écoles évidemment pour scolariser les filles afghanes. Elle a été naturalisée française en 1996. En 2001, quand les talibans sont tombés, elle rentre dans son pays et s'engage pour la reconstruction. Je me souviens t'avoir rencontré en 2006 lors d'une conférence de presse donnée à l'Assemblée nationale, Choukria. Déjà, tu dénonçais la demande du président Karzai, l'entrée des talibans dans le gouvernement afghan, leur sortie de la liste noire des terroristes, l'amnistie et la réinsertion des talibans dans la vie politique et sociale du pays. Tu avais prévenu, il n'y a pas de talibans modérés, ça n'existe pas. Nous sommes en 2021, les talibans ont repris le pouvoir, imposé la charia, plus de droits humains, plus de droits des femmes. Choukria, toi la laïque, peux-tu nous dire de quelle façon tu t'es impliquée politiquement ces dernières années en Afghanistan? S'il y a une résistance des femmes ou de quelques femmes face aux talibans, et si oui, son importance donc, comment elle peut se traduire et quel peut être le poids de l'opinion publique internationale sur le comportement des talibans? Ça fait beaucoup de questions, hein? Tout d'abord, je salue toutes les personnes présentes dans cette salle et je remercie la mairie des 5e de consacrer cette table ronde. Et je suis désolée que je n'ai pas pu arriver plus tôt ici parce que je devais intervenir ailleurs. Donc, je n'ai pas entendu tous les discours certainement très riches des personnes qui ont parlé avant moi. J'ai entendu une partie des... On a commencé avec Manaz. Donc j'ai eu la chance d'écouter au moins les parties que je suis arrivée. Donc il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas combien de minutes de temps de parole. 10 minutes. Très bien. Pour savoir comment j'organise mon discours. Les questions qui sont posées sont bien sûr c'est long et on peut les répondre pendant des heures, mais j'essaie vraiment de raccourcir le plus serré possible. Après la chute des talibans, l'association qui a été créée en 1996 en réponse de détresse des femmes en Afghanistan. Parce que la totalité des droits des femmes, avec les décrets officiels des talibans, c'était éradiqué. Cela veut dire qu'avant, il y avait leurs droits, peut-être il y avait des violations de leurs droits, mais c'était officiel et il n'y avait pas d'interdiction de présence des femmes dans la société. Pour donner un petit point de repère,
En 1919, dans l'Assemblée de l'époque, il y avait des femmes députées. En 1996, pareil, on avait des femmes députées, des ministres, ainsi de, oui, 64, pardon. On avait des femmes, les premières femmes ministres de la santé, et par la suite, bien sûr, le nombre d'autres femmes qui travaillaient dans les postes politiques importants. Les universitaires, les écoles, de tout, peut-être dans un nombre inférieur, parce que c'était les politiques que j'ai protesté tout le temps, et je trouve maintenant que je prends conscience, c'était la faute des périodes de rois et des premières républiques en Afghanistan, qu'ils n'ont pas ouvert l'école pour toute la population. Elles faisaient qu'éduquer une partie d'élite, c'est tout. Après, c'était la période soviétique, bien sûr, ouverture de portes, d'écoles et de travail pour toutes les femmes. Il faut savoir que cette période, quand on est pour ou contre, c'est une autre question. Mais le fait que les gens, dans une grande partie, c'était en guerre, pour la première fois, la capitale afghane a dépassé 500 000 et a arrivé vers 2 millions à 3 millions. Une majorité des femmes, premièrement par la logique de ce gouvernement, ce régime, donc l'ouverture pour les femmes de hautes études et dans tout domaine. Deuxièmement, le fait que c'était la guerre, tous les hommes étaient sur le front. Donc, comme dans toutes les guerres, donc tous les appareils d'État marchent avec les bras des femmes. Donc il y avait une participation massive des femmes dans tout domaine. Après la guerre de Kaboul et le gouvernement de Moudjahidine, c'était la... Ils n'ont jamais réussi vraiment à faire le gouvernement parce que l'Afghanistan qui était pendant 10 ans le terrain d'affrontement de deux blocs à l'issue, c'est de l'Est, c'est-à-dire le soviétique a perdu et c'est l'Occident qui a gagné par Afghans interposés. Donc les Afghans, c'était moyen de faire la guerre des autres. Après la chute de l'Union soviétique, l'Amérique et l'Occident a sorti, a donné l'avenir de l'Afghanistan dans les mains du Pakistan. C'est vraiment une trahison assez vraiment inacceptable. En tous les cas, aussi rapidement, il y avait escalade à la puissance régionale, l'Iran, l'Arabie saoudite l'Iran contre l'Arabie saoudite, le Pakistan derrière les Saoudiens. La Russie, l'Union soviétique était disloquée, qui avait peur de montée d'islamisme dans leur république, Ouzbékistan, Turkménistan, Kazakhstan et Tadjikistan, ainsi de suite. Donc aussi, ils ont rentré en force à l'intérieur des capitales d'Afghanistan. Enfin, il y avait une guerre de puissance régionale, autrement dit, une deuxième fois, l'Afghanistan devenait le centre d'affrontement pas puissance internationale, cette fois-ci de puissance régionale. Ce qu'on appelle la guerre ethnique, je ne sais pas quoi, des partis en Afghanistan, c'est non. Les partis afghans n'avaient pas autant d'argent, autant de possibilités d'acheter toutes ces armes, toutes ces munitions, de faire autant de dépenses. Non, c'était la guerre de puissance régionale, encore l'Afghanistan, c'était le terrain d'affrontement. À l'issue, à un moment donné où Massoud a réussi de libérer la capitale, de réunir et d'apporter un petit la paix, mais qui formait le gouvernement officiel de l'Afghanistan, mais ça ne convenait pas au Pakistan, parce que les États-Unis avaient donné la feu vert pour le Pakistan pour qu'il gagne l'Afghanistan. Il y avait l'émergence ou la création de talibans en 1994. Donc il y avait, dans cette création, il y avait le Pakistan, l'Arabie saoudite qui payait, l'Émirat aussi qui payait,
et avec bien sûr bénédiction et le feu vert des Américains. Et il y avait aussi une partie des Afghans qui intervenaient, c'était une branche des familles royales afghanes qui souhaitait revenir comme de nouveau comme au pouvoir et de régner encore 100-200 ans. Pourquoi on a créé les talibans? Parce que il y avait les périodes pro-soviétiques, après il y avait les périodes de résistants des Moudjahidines, il y avait l'ouverture des écoles et beaucoup de gens qui aspiraient à la liberté. Les Hazaras, les Ouzbeks, les Tadjiks, je ne sais pas quoi. Maintenant, on est tous devenus des ethniques, c'est-à-dire qu'auparavant, à ma connaissance, parce que j'ai vécu le temps de roi et le temps de Daoud, on ne parlait jamais des Pashtuns, des Tadjiks. On ne disait pas qu'il faut qu'il y ait le représentant de Tadjik, je ne sais pas qui C'est comme en France, on ne parle pas des... est-ce qu'il y a des Bretons au pouvoir? Est-ce qu'il y a des Basques ou des Corses? On regarde qui a la possibilité. Eh bien, on désignait comme ministre autre. Il n'y avait pas de partage par rapport aux tribus ou ethniques. Tout ça, c'est après qui arrive. Et surtout, depuis vingtaine d'années, après la chute des talibans, que la politique américaine arrive, alors là, on fait carrément les ethnies, les tribus, il faut que ça représente les uns et les autres. C'est lui le plus, donc le chef d'État, et le deuxième ethnie, le deuxième poste, ainsi de suite. Enfin, pour résumer un peu, pour donner un petit dessin d'évolution, arrivé donc au pouvoir, la création des talibans en 1994, c'était Madame Clinton qui a travaillé bien pour la création, Madame Bhutto qui a travaillé bien pour la créer, et bien sûr une partie des familles royales afghanes avec l'argent saoudien et émirat et la protection politique et accord politique des Américains. En 1995, je suis rentré en Afghanistan comme j'avais le souci pour savoir qui a ces gens. Parce que moi, je suis en France comme réfugié, donc j'avais la possibilité de rentrer, donc j'étais curieuse pour savoir qui a ces gens. Peut-être sont des gens bien, ou je ne sais pas. Je suis rentré, donc je me suis informé, ça me faisait froid dans le dos. J'ai dit, oh là, c'est pas possible ça. Mais j'étais à Kaboul, donc j'ai vu que Kaboul tenait bien solidement. J'étais prof de gym, professeur d'éducation physique à l'époque. À mon petit niveau, en tant que la personne que j'étais, je voulais savoir qu'est-ce que je peux faire moi pour participer au développement de ce pays, pour aider, surtout dans le domaine des sports. Parce que j'avais fait 2 années d'études d'éducation physique en Afghanistan. J'ai travaillé pendant 1 an et demi au comité olympique. Donc je suis allée voir mon lycée, je suis allée voir le comité olympique, je suis allée voir la faculté dans laquelle j'avais étudié les 2 années. Je voyais que tout était détruit, vraiment les gens étaient malheureux, c'était vraiment dans un état épouvantable. Bon, enfin, tout ce que j'avais vu, je pensais que non, Kaboul tenait bon. Donc à peine j'avais réussi de faire un petit geste, et bien au mois de septembre 1996, c'était la chute de Kaboul, dans les mains des talibans. Pour moi, c'était le basculement de ma vie. C'est-à-dire ma vie, elle a vraiment basculé d'un seul coup. Je me suis dit, si ici en France, personne ne le sait, qu'est-ce que c'est ça, taliban, c'est normal. Moi, je suis allé, je sais de quoi il s'agit. Dès les prises de Kaboul par les talibans, l'Arabie saoudite, l'Émirat arabe uni et le Pakistan l'ont reconnu comme gouvernement légal de l'Afghanistan. Et si j'entendais, parce que je faisais membre d'une association d'amitié franco-afghane,
j'entendais que la France va reconnaître ce régime. Donc je me suis levée, non, j'ai dit si je n'empêche pas, si je ne fais pas d'action, par cette inactivité, je deviens la collaboratrice de ce régime et c'est fou. Donc auparavant, je ne connaissais pas je n'avais pas de relation avec les partis politiques. Les mouvements féministes, je ne connaissais pas. Alors j'ai frappé toutes les portes. Heureusement, il y avait une conférence internationale à cette période où Sylvie Jean, qui était à l'époque la présidente de l'Union Femmes Française, donc elle m'a donné 2 minutes 30 de parole parce que c'était pas prévu que je rentre dans je prends la parole. Tout est démarré là, il y avait Madame Roudy, qui une bonne partie de vous connaissez, donc était dans cette congrès. Et beaucoup d'autres femmes, comme Mme Georges Buffet, Mme Bigot, Mme Aubéry, tout le monde était là. Beaucoup de féministes que je ne connaissais pas tout. Maintenant, je ne me rappelle pas de tout le monde. Mme Brody m'a demandé, est-ce que vous pouvez, tout ce que vous avez dit, vous pouvez me donner un résumé. Pendant que j'ai fait un résumé de 18-19 pages, il dit, parce que dans 2 semaines, on a une séance pour décider est-ce qu'on reconnaît ou pas les talibans, pour la reconnaissance des talibans. Donc là, je donnais, il dit, alors tu viens, je t'envoie l'invitation et tu participes. C'est là que Mme Brody, par rapport à tout ce que je vais donner comme écriture, à chaque fois, la salle était remplie de gens pro-talibans. Les Pakistanais, des gens de bonnes cravates, de belles cols blancs, avec bien habillés, qui parlaient très bien, des Afghans. Alors tout le monde soutenait les talibans. C'est le sauveur d'Afghanistan. Je remercie Mme Brody, mais franchement, de fond de cœur. Mais elle répondait par rapport, parce que vraiment c'est un féministe de qualité. Donc elle répondait par rapport aux droits des femmes, par rapport à tout ce qui allait faire les talibans. Eh bien, elle répondait à chaque personne qu'elle défendait, elle dit, alors face à ça, vous dites quoi? Au bout d'une heure, tout le monde était silencieux. Donc elle dit, c'est fini, la France ne reconnaîtra pas les talibans. Donc j'étais rassurée. Maintenant, on arrive au bout. Bon, après, on a fait plein d'autres travaux. Je ne vais pas vous raconter. Après, il y avait les événements. On a fait les conférences de Duchambé pour avoir les chartes des droits fondamentaux de la femme afghane, pour qu'il y ait une voix de la femme afghane. Parce que tout le monde était bouleversé par rapport à la situation, mais il disait, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a pensé, Ali était avec nous dans cette conférence de Duchambé. On est allé, il y avait à peu près 53 personnes comme témoins, mais surtout, c'était toutes les organisations des femmes afghanes de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, de l'intérieur, de l'extérieur, qu'on s'est réunis pour écrire des femmes de différents partis politiques. Donc, pour écrire la déclaration des droits fondamentaux de la femme afghane, et par la suite, dans l'idée de lancer, de chercher le soutien. Donc, c'était prévu pour 5 millions de soutiens, de manière forcée. Les Nations Unies, l'Amérique, l'Europe, les gouvernements afghans de toute façon étaient d'accord avec nous pour lancer un processus d'issue pour l'Afghanistan. Bon, il y avait le 9 septembre l'assassinat de Massoud, et ensuite il y avait le 11 septembre. Mais on était arrivé quand même aux alentours de 3 vers 4 millions de signatures. Donc on était pratiquement prêts à la fin de ce travail. Excusez-moi, je vous crie à t'interrompre, mais ce que je voudrais dire, on en est au même point aujourd'hui. Est-ce que les pays occidentaux ou je ne sais quoi vont reconnaître le gouvernement des talibans? On a l'impression d'être un peu au même point en ce moment. Maintenant,
on redémarre dans la même situation. On dit que les talibans maintenant sont mieux, comme tout à l'heure vous avez dit. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu une liste de talibans pour dire que toutes ces actions qui sont commises par les autres, moi je ne suis pas d'accord. Donc je suis taliban modéré ou corrigé ou je ne suis pas d'accord avec les actions. La décapitation qui a eu lieu depuis 2 mois, tous, depuis qu'il y a cet accord entre les États-Unis d'Amérique et les talibans, en dehors de la présence des populations d'Afghanistan, en dehors de la présence du gouvernement afghan. Donc c'est un document entre les États-Unis et les talibans. Et c'est cet accord qui se met en application en bref. C'est-à-dire on va sauter les parties qui ne conviennent pas, c'est-à-dire après devait avoir le processus de paix, on le saute. Il faut qu'il y ait un gouvernement de transition, on saute. Maintenant les talibans ont pris Kaboul, non pas par la force, parce que M. Ghani, Ashraf Ghani, qui était président de la République en Afghanistan, était en mèche avec les talibans, avec le représentant des États-Unis, M. Khalizad. Ils ont tout manigancé pour que toutes les forces que les Français, tous ces pays qui ont payé, tout le monde a payé pour le former, pour acheter dans les déserts, pour qu'ils puissent tenir l'Afghanistan. Mais ils ont tout arrangé de faire vraiment perdre tout. En changeant la personne, en mettant des gens incapables de faire le retrait sans raison, jusqu'à l'arrivée à la porte de Kaboul. Et le moment où elle a su que son groupe protégé arrive derrière la porte du palais présidentiel, lui, elle a pris ses bagages avec tout l'argent dans les bagages, elle a quitté avec ses hommes protégés l'Afghanistan, a dit que pour le bien d'Afghanistan, pour ne pas qu'il y ait des bandes de sang, donc j'ai démissionné, c'est-à-dire quelque part, j'ai quitté le pouvoir. C'est comme ça que les talibans arrivent à Kaboul et prennent le palais présidentiel. Mais souvent j'entends le régime des talibans, il n'y a pas de régime de talibans, il n'y a pas de gouvernement de talibans. Ce sont des milices talibans qui ont gagné le territoire. Mais le gouvernement officiel est toujours la République islamique d'Afghanistan, qui siège à les Nations Unies, et toutes les ambassades dépendent de ce gouvernement. Donc, souvent j'entends déjà, on officialise avant qu'il soit officiel, d'une part. Deuxièmement, c'est une question assez curieuse quand même. J'aimerais bien que quelqu'un puisse me répondre, quelqu'un au moins qu'on soulève cette question. La sécurité des palais présidentiels, le dernier moment de M. Ghani, c'était dans les mains des Américains. Alors comment les talibans ont réussi de rentrer dans le palais? C'est une question. Personne ne pose cette question et personne ne répond. Mais est-ce que les Américains étaient si faibles, ou ils avaient peur, ils ont filé, ou ils ont donné l'autorisation que les talibans rentrent dans le palais? Ça, c'est une question que je n'ai pas de réponse. D'autre part, maintenant, durant 2 mois qu'il y avait les chutes de tous les pays, et au début, partout ils arrivaient, et ils faisaient des déplacements forcés pour vider les territoires, un peu comme le temps aux États-Unis avec les Indiens. On forçait les populations pour se déplacer, pour donner la place pour d'autres populations que de nomades ou de gens des côtés du Pakistan. Parce que les talibans n'étaient pas nombreux, dans le sud du Pakistan, on a excité, on faisait des propagandes parmi les jeunes gens. Venez vous battre en Afghanistan. C'est comme ça qu'ils ont réussi à gonfler leur rang, piller tout ce que vous pouvez. Et parce que les populations là-bas sont un peu paumates, allez chercher les femmes blanches comme butin de guerre.
On parle souvent de mariage forcé et il n'y a pas de mariage forcé. Elles les avaient promis comme butin de guerre. Volez les biens et prenez femmes qui... Après, comme il y avait soulèvement au niveau international, maintenant ils se sont calmés. Donc, ils renoncent et disent non, on n'a pas fait ça, c'est pas vrai, on ne fait pas ça. Et aussi, couper la tête, mais vraiment terroriser les populations. Elle reste la dernière bastion, c'est donc Panger, que notre ami a largement venu là-dessus, donc je ne parle pas. Sur les résistants, maintenant, il y a des résistants. La population dans son ensemble, avec fermeté, je vous le dis, la totalité des populations sont contre les talibans. Le pensée, la culture ils n'ont pas de place parmi les populations. C'est par terreur qui règne, qui garde, le fait que maintenant ils sont moins nombreux, et c'est l'armée pakistanaise. Les avions viennent pour faire des bombardements. Les avions sans pilote qui tirent sur les populations qui ne se soumettent pas. Donc on est dans une situation assez compliquée. Mais j'entends ici, les pays, ils sont prêts à la reconnaître. Il faut savoir, il y a un autre point assez important. L'Afghanistan, le sol afghan, c'est un trésor. Le sol. Il y a tout ce que vous voulez au sous-sol. Et aussi c'est la prochaine guerre mondiale, c'est la guerre de l'eau douce. Et l'Afghanistan, c'est un des pays plus riches au niveau de l'eau. C'est où il y a les accords entre l'Iran, la Russie, le Pakistan. Ce sont des intérêts économiques et la Chine, parce que deux choses. L'intérêt économique du sous-sol et de l'eau. Et deuxième, donner un coup de pied pour les Américains et les Occidentaux de quitter, de sortir de cette région. Maintenant, je viens sur la dernière partie et après j'arrête. J'arrête parce qu'il y a cet accord des Américains, des manières dont on quittait l'Afghanistan et lâché les populations dans ce désarroi total, c'est-à-dire c'est un moquerie total, que ce soit chinois, que ce soit les Iraniens, que ce soit les Pakistanais, que ce soit les talibans. Voilà, c'est ça la démocratie occidentale. Voilà, c'est ça. Et ils nous donnent des leçons que vous ne respectez pas les droits de l'homme. Ben voilà, c'est ça. Et aussi les populations en Afghanistan se trouvaient dans cette situation catastrophique, ils disent non, ça c'est pour eux, mais pour nous c'est rien du tout. Moi je pense qu'il y a le devoir, mais l'Amérique, sans avoir honte ils ont fait le contrat avec les talibans et quitté l'Afghanistan d'une manière vraiment irresponsable. Donc, je fais appel à tous à l'Europe. Est-ce que vous avez une dignité pour vous et pour les valeurs que vous défendez? Alors, montrez pour cette population qu'ils ne sont pas seuls. Montrez que ces paroles ne sont pas vides de sens. Et tissez des liens de confiance avec ces populations. Et montrez-leur qu'ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas lâchés dans les mains de ces bourreaux. Reconnaissons, soutenons, créons des groupes de soutien pour le mouvement des femmes de l'intérieur, tous ces jeunes, parce qu'on a 70% à 84% des jeunes générations, c'est la totalité de la population, à peu près 75% c'est des jeunes. Beaucoup d'audace, beaucoup de fierté, et se battre face à face avec ces milices. Et aussi les régions qui sont encore libres et gardent le drapeau et l'espoir qu'au moins le monde libre entende leur cri de secours. J'arrête ici. Oui. Voilà, merci pour tout. Merci, Choukria. Alors, le dernier intervenant, bien entendu,
La dernière intervenante, c'est donc Anis Fugier, présidente de la Ligue du droit international des femmes, créée en 1983 par Simone de Beauvoir. Elle s'est attaquée au travers de tous ses combats, actions, écrits, tribunes, à la notion de relativisme culturel par opposition à l'universalisme du droit des femmes. Ce combat s'est traduit par des actions d'envergure qui ont fait progresser la situation des femmes dans plusieurs domaines. Ouverture du premier refuge pour femmes battues à Clichy en 1974, liberté et dignité des femmes migrantes, lutte pour les mères d'Alger, participer dans le procès de Soane. Son combat mené depuis 1995 au sein du comité Atlanta pour dénoncer l'apartheid sexuel et les discriminations à l'encontre des sportives aux Jeux Olympiques est emblématique de la résistance à installer face aux dangers encourus par nos démocraties et les droits des femmes attaqués par les forces obscures des poussées religieuses et terroristes. Annie, as-tu des pistes concernant la résistance face à l'aveuglement occidental? Comment peut-on défendre efficacement l'universalisme? Est-il suffisant de dénoncer l'apartheid sexuel des islamistes? Je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est simplement pour dire que vous avez la preuve ici même qu'il y a des féministes universalistes solidaires, des copines afghanes et des femmes iraniennes. Voilà. Contrairement à ce que raconte la Alors, moi je vais m'exprimer comme activiste féministe. Ce qui a fait basculer mon militantisme, ça a été la révolution islamique d'Iran. En fait, cette année 79 est réellement un tournant, puisqu'on voit un régime qui se présente comme révolutionnaire, qui est salué par mes amis de gauche, comme promoteur d'un modèle matérialiste comme promoteur d'un modèle qui va s'opposer au modèle matérialiste occidental. Et la première mesure que va prendre Khomeini, ça va être le voilement des femmes. Au même moment, 79, c'est l'arrivée des troupes soviétiques en Afghanistan avec le début du djihad. Donc on voit, et puis il y a aussi ce qui se passe à la Mecque avec la prise de la mosquée, la prise d'otage à la mosquée. Donc on a brutalement un basculement géopolitique. Est-ce que nous, féministes, universalistes, pouvons ne pas voir ce qui se passe? C'est-à-dire que, et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Manaz, en fait, ce n'est pas un mouvement religieux. Ce qui gêne les islamistes, ce n'est pas le progrès. Vous voyez comme ils se sont jetés sur les armes des soviétiques d'abord et les armes des Américains les plus sophistiquées. Est-ce qu'ils refusent le téléphone portable? Non. Pourtant, ça a été inventé en Occident. C'est pas ça le problème. Le fond du problème, c'est le statut des femmes. C'est-à-dire que nous avons en face de nous une idéologie d'apartheid sexuel. Et on sait bien que l'apartheid, ça veut dire un statut d'infériorité pour l'un des deux côtés, en l'occurrence pour les femmes. Ce sont les premières mesures que prennent les talibans. C'était déjà ça en 1996. Donc cette idéologie, c'est la même aussi que nous trouvons dans nos banlieues. Tu as fait référence à l'affaire de la petite Soane. On voit bien qu'il y a cette séparation entre les garçons et les filles. Et cette volonté de soumission des filles. Et ce que signifie le voile, et c'est en 89 qu'on commence à avoir ce problème en France, avec l'affaire de Creil, donc 10 ans après la révolution islamique d'Iran, le voile, ça signifie une séparation par le tissu entre les garçons et les filles dès lors que les filles vont à l'extérieur. Donc, il y a un idéal viriliste, je dirais, qui est porté par l'islamisme. Face à cet idéal qui est assez fort pour que des gens se fassent sauter pour ça. Ils tuent des personnes, mais en même temps, ils se font sauter. Donc il est fort cet idéal.
Il est fort cette envie de retrouver le patriarcat dans toute sa beauté, dans toute sa fermeté. Même un Zemmour, quand il parle, en fait, il est jaloux de ça. Il est jaloux de l'homme arabe viril. Donc c'est ça qui est drôle, c'est-à-dire qu'il y a les extrêmes se rejoignent. Ce qui les dérange dans le progrès, ça n'est pas le progrès technique, c'est la question du statut des femmes. Donc, quand vous lisez, et ça a été l'objet d'une tribune que je viens de sortir dans Le Monde sur le statut de réfugié, qui a été à l'origine de la création de la Ligue du droit international des femmes, avant même qu'elle se crée. C'était en 81, la gauche arrive au pouvoir, moi-même je suis socialiste, et donc on écrit à Chesson, ministre des Affaires au Quai d'Orsay, donc, et on lui dit, le statut de réfugié dit que il vise à protéger toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Naturellement, le mot sexe n'y est pas. Or, les femmes en Afghanistan, en Arabie Saoudite, en Iran, c'est bien en tant que femmes qu'elles sont persécutées. C'est en tant que femmes qu'elles sont reléguées à l'intérieur. Que nous répond le ministre à l'époque, et là nous venons d'écrire à notre nouveau ministre, à M. Le Drian, je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous répondra, mais voilà ce qu'il nous répond. Après réflexion et étude attentive de la question, donc ils ne l'ont pas fait comme ça, ils ont réfléchi. Il apparaît qu'une initiative en vue de modifier cette convention, la Convention de Genève de 1951, donc sur le statut de réfugié, par la jonction du mot sexe aux causes de discrimination prévues, devrait, semble-t-il, pour avoir quelque chance d'aboutir, être précédée d'une large campagne de sensibilisation de l'opinion publique, internationale, être proposée par des pays appartenant à l'ère culturelle concernée. Non mais vous voyez les talibans passant dans les Nations Unies pour demander, ou alors les Iraniens, pour demander qu'on ajoute le mot sexe, le Qatar, que sais-je, et éviter des jugements critiques ou des notions dévaluantes pour les civilisations traditionnelles. Donc on peut critiquer Franco, on peut critiquer Pinochet, on peut critiquer les dictateurs, Poutine, tout ce que vous voulez, mais enfin c'est leur femme, quoi, hein, c'est leur femme. Donc on est toujours, quand il s'agit des femmes, dans un problème privé. On ne résoudra pas la question de l'islamisme ici et ailleurs si on ne voit pas que c'est un combat idéologique et que nous aussi nous avons un idéal. Quel est notre idéal de société? C'est la mixité. La nature a fait qu'on est homme ou on est femme et que c'est à peu près la moitié. Et est-ce qu'on ne pourrait pas vivre harmonieusement ensemble? Est-ce qu'il faut séparer? Alors, donc nous demandons la modification de la loi internationale pour montrer qu'il y a des États, pas seulement des groupes sociaux, qui oppriment avec fierté les femmes. Parce que quand ils oppriment les femmes à travers leurs annonces, comme ils viennent de le faire les talibans, ils apparaissent comme de vrais hommes. C'est pour ça que je parle de virilisme. Bon. Donc nous avons demandé, voilà, une première action qui est, je dirais, presque sur le plan du symbole. Mais il y a des actions aussi concrètes. Tu as fait référence à notre combat dans le sport, et comme Choukria est une sportive, c'est pas par hasard qu'on s'est retrouvés aussi sur ce sujet, et qu'en 1996, nous avions commencé le combat avec Choukria, mais en 2000, aux Jeux de Sydney, nous avions constitué une délégation de jeunes athlètes, filles et garçons, pour demander au CIO, à l'époque il n'y avait pas encore cette notion de réfugiés, qu'il y ait un drapeau, sous le drapeau olympique, des réfugiés, puisque les talibans étaient en train de gagner la guerre. Ça n'a pas été accepté, mais
ce que nous allons demander, puisqu'il y aura Paris 2024, et ce que nous avions demandé jusqu'à présent, c'est l'exclusion de l'Iran et de l'Arabie saoudite pour cause d'apartheid sexuel, puisque ce sont les deux seuls pays au monde qui, dans leur législation, imposent la séparation des hommes et des femmes. Et que c'est la même, finalement, logique que l'apartheid racial en Afrique du Sud. Or, l'Afrique du Sud avait été exclue pendant 30 ans. Mais quand c'est la cause des Noirs, c'est une cause politique. Quand c'est la cause des femmes, bon, toujours pareil, c'est leurs femmes, alors ils font ce qu'ils veulent chez eux. Donc, maintenant, nous allons demander aussi l'exclusion de l'Afghanistan des prochains Jeux de Paris 2024, puisque c'est écrit dans la charte olympique. Donc, vous voyez, notre approche de ces questions, ça consiste à avoir une approche idéologique et universaliste, à la fois au plan de la loi internationale, modification donc du statut de réfugié, et il faut que ce soit un pays qui en fasse la demande. Et donc nous avons sollicité le ministre des Affaires étrangères. Que va-t-il répondre? Je ne le sais pas. Et aussi une action concrète qui s'adresse à ceux et celles dont on a parlé à la précédente table ronde et qui ont du mal à comprendre ce dont nous parlons, ce sont les jeunes. Il y a un problème de génération. Or, pour les Jeux Paris 2024, il y a la génération 2024, telle qu'elle est baptisée par le ministère de l'Éducation nationale, qui va être formée aux valeurs olympiques. Et donc, des collèges et des lycées vont former des dizaines de milliers de jeunes aux valeurs olympiques. Dans ces valeurs olympiques, il y a notamment une forme de laïcité plus puissante que notre laïcité à la française, qui interdit toute expression politique ou religieuse dans l'espace sportif, dans le stade olympique. Et nous devons, à ce titre-là, exiger qu'il n'y ait pas d'athlètes voilés aux Jeux olympiques. Alors voilà nos deux combats principaux. Ma conclusion sera de dire que nous ne vaincrons pas en restant dans le camp français. Il faut avoir une vision internationale dans ce combat contre l'idéologie et il faut viser la jeunesse qui a du mal à comprendre. Donc saisissons-nous de la préparation de Paris 2024 pour parler de l'universalisme et de cette forme forte de la laïcité. Merci. Merci à vous. Je pense qu'on va arrêter là parce qu'on est déjà très en retard. On a commencé en retard. Vous allez pouvoir individuellement discuter avec. Oui. Bon, alors sans micro. Simplement, je fais partie de la délégation des femmes en 79 qui s'est présentée devant Romilly. Nous n'étions plus que 3 parce que le reste de la délégation ne voulait pas le rencontrer. On est allé à Rome, on lui a remis un papier lui disant qu'il fallait qu'il respecte le statut des femmes et ne les voile pas, puisqu'il les avait appelés à sortir, justement, sans leur mari, toute seule, pendant les grandes manifestations contre le chat. Il ne nous a même pas répondu. Deuxième point d'information, c'est très important. Il y a quelqu'un, et je voudrais bien retrouver ce document, qui a interviewé 4 ayatollahs très importants, très érudits, dont certains étaient prêts à aborder certaines réformes, etc. Mais dès qu'il a été question du statut des femmes, il y en avait un qui était particulièrement brillant, etc. C'était niette. C'est pas compliqué. Dans l'islam, la femme, c'est le déchet du monde. Et je voudrais préciser que quand une femme est condamnée à mort, vous savez ce que font les bourreaux. Ils la violent pour qu'elle n'aille pas au paradis.
Pardon. Eh bien, il y a une conclusion peut-être, enfin, pas de conclusion, mais voilà. Je pense qu'en effet, Arlette, tu disais on est pressé par le temps, c'est vrai qu'il est 6h20, je pense important que tout le monde ait la possibilité d'aller parler individuellement à Arlette, à Annie, et prendre son livre, à Manaf, et prendre son livre, à Chukria, si tu peux nous faire une interview avant de repartir. Simplement, on a commencé par l'Afghanistan, et c'est vrai que quand on sait que des femmes manifestent en Afghanistan, qu'elles ont le cran de sortir, et que pour l'instant, elles subissent une répression, mais pour l'instant, les talibans n'ont pas fusillé, n'ont pas lapidé, parce qu'ils attendent quelque part. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Quand est-ce qu'on manifeste, nous, en France, massivement, unitairement, pour les femmes afghanes, pour les Afghans, pour dire non aux talibans? Et je voulais vous dire que nous avons sur la table du MPCD l'appel de Négar, l'association présidée par Chukria, que je vous invite à prendre, et qu'une pétition a été lancée par femmes ici et ailleurs, avec Négar, et la pétition s'adresse au président de la République, et elle dit simplement pas de reconnaissance du régime taliban en notre nom. Alors cette pétition, elle est sur change.org,